Tout près d'ici, le lac de Grandlieu, c'est l'un des sites naturels les plus importants d'Europe, mais le lac est aussi joyeusement assaisonné aux pesticides. Pourquoi faut-il sauver Grandlieu? On en parlait avec Jean-Marc Gillier, le directeur de la réserve, et c'était en novembre dernier sur Télé Nantes. Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h, à savoir le grand laboratoire de Télé Nantes avec Denis Vanier. Bonjour Denis. Bonjour Jean. Alors avec vous pour cette émission, on va parler de psychologie, de folie aussi, et puis surtout d'écologie et de richesse des milieux aquatiques. De milieux aquatiques, de zones humides, et on commence par un concours destiné à sensibiliser les plus jeunes à la richesse de ces milieux aquatiques. C'est un concours d'affiches ouvert pour tous les élèves de Loire-Atlantique, enfin des Pays de la Loire et de la Bretagne. C'est une initiative de l'Agence de l'eau du bassin Loire-Bretagne. La date limite d'envoi des affiches, c'est le 20 décembre et les résultats seront donnés le 22 mars à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau. Et pour les préserver ces milieux aquatiques, chacun peut se mouiller, on le sait, notamment à l'occasion de nettoyages qui sont organisés. Absolument, si vous flânez sur les bords de l'Erdre, c'est pas très facile en ce moment, parfois on vous en empêche. Vous verrez peut-être des bouteilles de plastique, des papiers gras, et au lieu de râler, vous pouvez évidemment mettre la main à la pâte et participer à son nettoyage. Rendez-vous samedi 29 novembre à 9h30 à la maison des Assos du Port-Boyer à Nantes. C'est organisé entre autres par la Fédération des Amis de l'Erdre. Et on passe à deux Nantais qui ont été admis à l'Académie nationale de médecine. Christian Géraud, 68 ans, il est ancien professeur de médecine au CHU de Nantes. C'est un spécialiste de la santé au travail et des maladies professionnelles. Nouveau membre donc de l'Académie nationale de médecine. Et Brigitte Reynaud, elle a 61 ans, dermatologue, spécialiste des cancers de la peau, du mélanome et des lymphomes cutanés. Elle a notamment dirigé le service de dermatologie du CHU de Nantes. Alors sans transition aucune, on passe à la prise en charge de la folie. Oui, la prise en charge de la folie, ce qu'on appelle communément la folie, mais qui recouvre beaucoup de formes de troubles mentaux. Comment pensait-on pouvoir soigner ces fous, comme on les appelait il y a quelques décennies? Réponse avec Klaus Waldstein. Il est maître de conférences en psychologie sociale à l'Université de Nantes. Bonjour, moi c'est Nicolas. J'aimerais savoir comment on s'occupait des fous à l'époque du Moyen-Âge par exemple. Bonjour Nicolas, donc ta question elle semble très simple mais elle est complexe. Moi j'aimerais tout de suite faire la différence entre d'une part les maladies telles qu'elles existent aujourd'hui, les maladies psychiques classifiées, et puis quelque chose qui existait plus à l'époque, qui est en fait une pure représentation de la folie. Il faut bien comprendre qu'au Moyen-Âge, les maladies nerveuses ne sont pas classifiées. Et puis finalement, l'individu a une représentation de l'autre qui est fou. Cette représentation, en fait, c'est le négatif de moi-même. Moi qui suis la référence, qui suis le non-fou, et puis de l'autre côté, donc tout ce que je ne ferai pas, le fou, lui, il le fait. Donc à partir de là, vers le Moyen-Âge, la folie, elle était plutôt intégrée au niveau sociétal. Elle n'était pas forcément souhaitée, mais elle était acceptée et puis on s'en accommodait, d'autant plus que cette représentation souvent était celle d'une folie envoyée un peu par Dieu ou par le Belzébuth lorsqu'il s'agissait d'une possession, par exemple. Et puis, à un certain moment, les choses ont changé, et donc c'est là où on entre dans l'ère actuelle, c'est-à-dire on n'a plus voulu supporter un certain nombre de désordres publics, et donc on a commencé à enfermer la folie derrière les murs, et puis on a commencé à classifier la folie. On a essayé de la classifier selon un certain nombre de détails et un certain nombre de particularités qui vont devenir peu à peu ce qu'on va appeler les maladies psychiques. Et donc à partir de là, aujourd'hui, évidemment, on ne traite plus de la folie, on ne traite plus de la représentation de la chose, mais on va traiter de manière d'une approche quasi médicale, psychologique, psychiatrique. Et la folie reste malgré tout une idée aujourd'hui globalement de désordre ou de déviance qui va être utilisée pour tout ce qui n'est pas classifié finalement. Voilà, et si vous êtes fou d'une question, un chercheur, on rappelle l'adresse pour aller voir tous les numéros, c'est www.webtv.univ-nantes.fr. Et notre invité cette semaine, c'est Jean-Marc Gillier. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez la réserve naturelle nationale du lac de Grandlieu.
une biodiversité exceptionnelle reconnue dans le monde entier, pourtant assez peu connue des Nantais, il faut bien l'avouer. Qu'est-ce qu'il a de si exceptionnel ce lac pour mériter une protection ? Alors, qu'est-ce qu'il est d'exceptionnel ? Il est connu et reconnu essentiellement pour sa richesse en oiseaux. Il est reconnu d'intérêt international, effectivement. Il y a beaucoup d'espèces qui y trouvent refuge, avec des effectifs parfois considérables. On parle de 100 000 couples d'oiseaux qui viennent nicher. Alors, toujours on en a, j'allais dire, pour être honnête, aucune idée sur la totalité. Ouais. Par contre, il y a certaines espèces qui sont beaucoup mieux suivies que d'autres. C'est le cas de certains hérons, certains canards. Il faut savoir qu'à certaines périodes de l'année, le lac peut abriter jusqu'à 30 ou 40% d'une population de canards souchets, par exemple. C'est une des espèces de canards du nord-ouest de l'Europe, un instant T, qui stationne sur le lac de Grandlieu. Donc c'est un des sites majeurs le long d'une voie de migration qui est très très large. C'est une sorte d'aéroport international, un peu. C'est le Roissy des oiseaux en période migratoire. On n'est pas loin de Nantes Atlantique, mais effectivement à l'échelle des oiseaux, c'est exactement ça. Ça bouge tout le temps, entre les sédentaires, les migrateurs qui ne passent que quelques jours ou quelques semaines, ceux qui s'y installent pour nicher. On a un renouvellement constant d'oiseaux sur le site. C'est une zone particulière parce que très faible profondeur, on est dans une cuvette mais très large, pas beaucoup de relief, qui se jette dans la Loire, c'est ça, par intermittence Pas tout à fait. Il y a un lien d'une vingtaine de kilomètres qui s'appelle la rivière Achenot, mais effectivement, les eaux de Grandlieu vont jusqu'à la Loire. Et on est dans une cuvette, effectivement, de très faible profondeur. Donc le lac en lui-même, on le cherche, parce que le plan d'eau, en été, fait plus de 2000 hectares quand même, mais avec une profondeur moyenne inférieure au mètre. Ce qui fait une taille qui varie en fait en fonction des saisons. Exactement. En hiver, quand la pluviométrie est là, quand les deux rivières qui se jettent dans le lac sont en crue, le lac peut passer comme ça d'un peu plus de 2000 hectares à plus de 6000 hectares quand toute sa zone est entièrement inondée, avec des zones qui deviennent disponibles pour les oiseaux aussi, les oiseaux d'eau essentiellement. C'est la richesse, c'est vraiment la flore aquatique, les oiseaux aquatiques qui sont... C'est la faible profondeur qui peut faire la richesse, la richesse en biodiversité. Notamment, puisque ce sont des zones qui sont accessibles quasiment à tous les animaux tout le temps. Quand on a quelques dizaines de centimètres de profondeur, la végétation peut se développer quasiment partout. On a des ceintures de végétation qui sont très très larges, très difficiles d'accès pour certaines. On est vraiment dans un marais profondément humide. Il y a certaines zones qui sont naturellement très bien protégées parce qu'un homme, à part en bateau sur certains secteurs, n'a pas du tout envie d'aller se balader dans ces grandes roselières très marécageuses. Et ce lac de Grandlieu, il est extrêmement protégé, évidemment, mais notamment le cœur qui n'est pas accessible au public. Pourquoi ? Alors tout à fait. Il y a la réserve naturelle nationale, donc qui est une réglementation particulière, une des plus fortes réglementations qui existent en France, et qui consacre en fait l'extrême richesse. Alors, à Grandlieu, elle est particulièrement protégée puisque l'accès y est purement et simplement interdit. Ce n'est pas le cas de toutes les réserves naturelles. C'est une volonté de l'ancien propriétaire. Alors voilà, l'histoire est particulière puisque les 2700 hectares qui constituent la réserve nationale étaient la propriété d'un seul homme qui était Jean-Pierre Guerlain, l'industriel parfumeur, qui c'était sa zone de chasse et qui en a fait don à l'État à la fin des années 70 et qui a sorti ce don, sensibilisé par plusieurs personnes sur la richesse extrême de ce site. Il a sorti ce don de plusieurs conditions, le classement réserve nationale et l'interdiction d'accès au public. Alors, c'était son domaine de chasse, alors que c'est l'un des lacs les plus grands d'Europe. Tout à fait. C'est incroyable. L'un des lacs les plus grands de France, lac de Plaine, parce qu'il y a des grands lacs qui sont bien plus grands au niveau européen. Mais effectivement, les hasards. Pour la petite histoire, il a racheté les parts à une société civile immobilière qui avait pour le projet de dessécher le lac. C'était des Hollandais qui étaient propriétaires de ce site. Pour en faire une zone agricole Pour en faire une zone agricole, ce qu'ils savent très bien faire dans les polders hollandais, c'est-à-dire la culture de bulbes de tulipes. Donc le lac est toujours là, comme on le disait tout à l'heure, il est interdit au public, et comme on le disait encore plus, comme on le disait au début de cette émission, les Nantais le connaissent assez peu finalement, parce qu'on y accède difficilement, on ne peut pas avoir sous les yeux sa richesse. Est-ce que c'est pas un problème, ça, pour une réserve naturelle qui tente de faire prendre conscience à la société de la richesse qu'on a ? Alors, c'est... dans nos sociétés très médiatiques, c'est effectivement, ça peut constituer un problème. Pour les richesses naturelles, c'est un vrai atout. À partir du moment, des zones si vastes, plusieurs centaines, voire milliers d'hectares, qui sont fréquentés par quelques pêcheurs professionnels, gestionnaires et scientifiques, c'est assez exceptionnel en fait. Vous regardez tout autour de nous, dans toute la région, des grands massifs, des grandes zones privées ou publiques mais non accessibles, il y en a pas pour ainsi dire. Et ça, c'est une vraie richesse. Ça, c'est un vrai plus pour la faune,
pour les oiseaux notamment, hein, qui... voilà, la richesse, elle existe parce que les milieux sont là, parce qu'on a des milieux très très particuliers, mais la protection réglementaire et cette interdiction d'accès vient effectivement consacrer tout ça et conforter toute cette richesse. Il y a tout de même des points d'où on peut observer, avoir un échantillon des oiseaux qui passent sur ce lac, notamment un observatoire mobile qui est mis en place à partir du printemps, et puis surtout la maison du lac de Grandlieu qui a été inaugurée récemment. Alors effectivement, hein, la réserve nationale, c'est 2700 hectares. La zone humide de Grandlieu, c'est presque 6000 hectares. Donc tous ces 6000 hectares ne sont pas interdits d'accès au public, loin de là. Reste que le site, naturellement, il est très difficile d'accès. Hein. C'est aussi sa première protection, même peut-être avant les protections réglementaires et l'interdiction d'accès. C'est que la plupart le lac s'échappe à la vue, s'échappe à la personne qui voudrait aller jusqu'au lac. Il y a par quelques sites, effectivement, on peut y aller à pied, sec. En dehors de ça, c'est très très difficile. Et d'ailleurs, on voit l'image, des images de la maison du lac, qui est un des rares endroits où on peut profiter du lac. Alors, on ne peut pas s'y promener quand on est le commun des mortels. En revanche, quand on est pêcheur, certains pêcheurs ont le droit d'y exercer leur activité. Ça faisait aussi partie des souhaits de Jean-Pierre Guerlain à l'époque. La pêche professionnelle sur le lac de Grandlieu, c'est une activité qui remonte à une très longue date, hein, et qui est vraiment très ancrée, notamment sur l'est du lac, à Passet. Et ça a été effectivement un souhait de Jean-Pierre Guerlain de maintenir cette activité économique. Donc maintenant, il reste encore 7 pêcheurs professionnels qui exploitent l'anguille et maintenant l'écrevisse, qui est une des espèces nouvellement arrivées sur le lac de Grandlieu, qui pose d'autres soucis par ailleurs. C'est une zone reconnue mondialement d'intérêt floristique et faunistique, on l'a dit. Il y a cette particularité d'avoir un empilement de statuts de reconnaissance. Alors on le disait, on va le voir d'ailleurs peut-être avec une carte pour bien comprendre ce que ça recouvre. Là, on a la zone du lac de Grandlieu. Ici, la réserve naturelle nationale, à côté de laquelle on peut voir une réserve naturelle régionale, gérée par la société de chasse, la Fédération de chasse, oui. Fédération de chasse, et d'autres zones de protection. Alors Natura 2000, Zinef, qui n'est pas forcément un statut de protection. Mais... Alors ça, c'est effectivement l'empilement administratif qui n'est pas tout à fait simple à comprendre. Hein. Il faut déjà être un peu initié, effectivement, qui correspondent à des objectifs assez différents ou à une histoire différente. Ça peut paraître curieux d'avoir une réserve naturelle nationale collée à une réserve naturelle régionale. Là, c'est simplement l'histoire qui explique ça. C'est 2 entités foncières différentes. Ouais. La réserve nationale, propriété de Guerlain. La réserve naturelle régionale, c'est 650 hectares qui ont été achetés par la Fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage, fondation financée par les chasseurs, pour... il y avait une petite concurrence politique aussi à l'époque, mais aussi pour conforter la protection du lac. Mais ça veut dire que dans ces zones-là, il y a des différences de protection, finalement ? Alors tout à fait. Ouais. Sur les 2 réserves naturelles, on est sur des réglementations très proches. Natura 2000, par contre, on est sur un degré de protection moindre. Natura 2000, c'est une réglementation européenne. Hein, c'est 2 directives, la directive Habitat et la directive Oiseaux. Donc les États membres de l'Union européenne ont un devoir de réussite par rapport à ces 2 directives, mais l'Europe laisse absolument le champ libre aux États de décider comment elles font la protection ou pas. Et donc la France a choisi plutôt un mode contractuel, c'est-à-dire qu'elle n'impose pas grand-chose sur les sites Natura 2000, mais elle va proposer des contrats aux agriculteurs, aux exploitants, aux propriétaires pour essayer de faire une exploitation qui soit conforme, voire qui conforte la biodiversité du site. Ce qu'on ne voit pas sur cette carte, en revanche, c'est toute la zone qui est autour. Et finalement, comme tous les lacs, il y a une espèce d'entonnoir, hein, c'est ce qu'on appelle le bassin versant, cette zone qui recueille toutes les eaux de pluie et vers lesquelles, donc qui convergent vers ce lac. Ce bassin versant, il est géré aujourd'hui par un syndicat, le syndicat du bassin versant de Grandlieu. Alors, la gestion d'un bassin versant, elle est complètement différente par rapport à la gestion d'une réserve. Nous, on gère 2700 hectares où, effectivement, on est responsable de ce site-là. À l'échelle d'un bassin versant qui fait plusieurs centaines de kilomètres carrés, hein, c'est le bassin versant de la Boulogne et de l'Ognon qui viennent se jeter effectivement dans le lac. C'est quoi les actions du syndicat de bassin versant ? C'est d'essayer de proposer des actions aux diverses parties prenantes, agriculteurs, collectivités, pour essayer d'améliorer la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. Alors, il faut peut-être qu'on dresse le tableau. Il n'est pas forcément très, très joyeux, ce tableau. C'est que tout ce qui se passe dans ce bassin versant a un impact direct sur le lac de Grandlieu. En gros, tout ce qu'on y déverse se déverse au final dans le lac de Grandlieu. On a là, alors on parle de l'Ognon, de la Boulogne, quelques-unes des rivières parmi les plus polluées
C'est le cas de l'oignon en particulier, effectivement, qui fait on a l'habitude de classer la qualité des cours d'eau ou la qualité de l'eau avec des couleurs rouge, orange, jaune, vert ou bleu. Effectivement, on est plutôt dans le orange et dans le rouge sur l'oignon, sur un certain nombre de paramètres comme l'azote, le phosphore, les pesticides. Ils viennent d'où ces produits ? Alors, c'est des différents usages. On n'a pas un bassin versant très industriel, donc on est à peu près épargné de ce côté-là. Ce sont de l'épuration pas suffisamment bien menée par les collectivités ou par les individuels quand ils ne sont pas reliés à une station d'épuration. Et puis, c'est toute la pollution diffuse qui vient des exploitations agricoles. Et on a, sur le bassin versant de l'oignon en particulier, beaucoup de maraîchage. Et on sait que ce n'est pas forcément les pratiques les plus douces par rapport à la qualité de l'eau. Mais alors, sans être alarmiste, est-ce qu'on peut dire que ce lac de Grandlieu, il est en danger, finalement, puisqu'il y a tous ces produits qui s'y déversent ? Alors, en danger, il a subi beaucoup de modifications. On pourrait se dire, avec les protections qu'on a, tout va bien, on maîtrise. C'est loin d'être le cas, puisqu'effectivement, comme vous le soulignez, on reçoit l'eau du bassin versant, et il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça. Donc, depuis presque un siècle, les milieux ont beaucoup évolué, la qualité de l'eau s'est considérablement dégradée à partir des années 60-70, et effectivement a considérablement enrichi le lac, qui était relativement pauvre en nutriments, donc avec une végétation bien particulière. Le lac s'est considérablement enrichi, c'est pour ça qu'on parle maintenant de lac eutrophe, voire hyper-eutrophe, donc ce qui donne des eaux beaucoup moins transparentes, une végétation qui a du mal à se développer, une végétation qui a été remplacée par une autre beaucoup plus tolérante à l'azote. Un petit mot sur eutrophe. Pardon, oui, c'est vrai que c'est un mot technique. Donc, et effectivement, c'est des milieux donc très riches, trop riches quelque part, en azote et en phosphore notamment, qui sont déversés notamment par les agriculteurs pour enrichir les puisque l'idée sur les champs de maïs ou d'autres, c'est que ça pousse bien, donc on amène de l'azote et du phosphore. Le problème, c'est que quand toutes ces molécules ne sont pas utilisées par les plantes qu'on veut récolter, il y en a une partie qui se retrouve dans l'eau et une partie qui se retrouve dans le lac de Grandlieu également. Donc c'est tout un bassin versant, toute une région qui est responsable finalement de la protection de ce lac. Alors effectivement, c'est aussi bien les agriculteurs et les élus. C'est tout un chacun. Les élus, quand ils passent au zéro phyto dans leur traitement d'espace public, les agriculteurs. Voilà. Merci beaucoup Jean-Marc Gillier d'avoir accepté notre invitation. À bientôt. Merci Denis. Au revoir.